ministre Kaye Eric. C'est le professeur Pierre Kibré qui disait que le grand-frérisme est un humanisme lorsqu'il sert les intérêts du petit frère. Mais ici en France, jusque-là, c'est le petit frère qui est toujours envoyé au charbon, quoi. Ça, on va voir si c'est chaud. L'humanisme, c'est pas. Merci beaucoup. De la part de ceux qui sont présents ici et au nom desquels je voudrais prendre la parole, je voudrais vous dire que nos premiers mots sont des mots de remerciement sincère à l'endroit de notre ami le maire, dont c'était la deuxième rencontre. Nous sommes déjà rencontrés une fois dans une autre activité organisée par le camarade de Boga. Et cela donne à réfléchir un peu sur la dynamique de l'engagement des peuples les uns en faveur des autres et sur l'internationalisation du combat au service des couches les plus défavorisées. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci également au Dr Boga de nous avoir fait l'honneur de nous inviter à cette cérémonie, d'avoir parlé en notre nom, d'avoir pris un engagement, même si nous ne nous sommes pas concertés. Il a demandé que nous puissions rectifier certains éléments. Mais en Côte d'Ivoire, le morceau est tellement gros qu'il est difficile de rectifier quelqu'un lorsqu'il a pris l'engagement de partir dans le sens. Merci au maire Benjo, merci au ministre Issa Coulibaly Malik, merci au vice-président de l'UNG représentant le président Stéphane Kipré, merci à notre ami Pascal Longo, merci également à Claude Koudou et Diaby Souf, j'espère qu'il est toujours là, directeur de cabinet du ministre Charles Boudet, représentant le projet. Mais merci individuellement à chacun de vous et plus particulièrement aux hommes de presse sans lesquels les échos de cette salle ne parviendront nulle part si ce n'est de rester entre nous. Merci beaucoup vraiment. Oui, vous savez que très peu de gens ont dormi cette nuit. J'ai fait un post sur Facebook dans lequel j'ai indiqué qu'une jeune amie d'Abidjan, une jeune femme de 33 ans, mère de 3 enfants, m'avait envoyé un mot en larmes. Et j'ai publié ce mot, mais c'était vraiment la détresse la plus forte que j'ai pu jamais enregistrer. Beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas dormi cette nuit parce qu'ils s'attendaient à mieux en ce 7 août 2020, qui célèbre les 60 ans d'une Côte d'Ivoire qui avait besoin de réconciliation très forte. Beaucoup d'observateurs de la vie politique ivoirienne, notamment l'Esprit Varenne, avaient écrit un dernier article pour dire que lorsque l'on parle, comme l'a dit Kandia Kamara, de vengeance dans le cadre d'une alternative politique, c'est qu'on sait soi-même le mal qu'on a fait aux autres et on sait qu'on n'a pas accompli la réconciliation. Pendant 10 ans, nous avons prêché dans le désert pour appeler à la réconciliation et aujourd'hui, tout cela est en train de nous rattraper. À peine la candidature annoncée, le candidat à la candidature, comme le disait Boga tout à l'heure, dresse malheureusement l'armée contre le peuple. J'ai eu mal de recevoir des images de Yopougon où certains de nos militants ont déjà commencé par le bastonner. Moins de 24 heures après l'annonce de la candidature. À la candidature. Mais nous voulons rappeler à cette armée, à nos frères qui nous représentent dans la défense de la nation, que cette armée est l'émanation de la nation. Elle est l'émanation du peuple. C'est comme si chaque famille donnait un de ses fils pour défendre la nation en cas de danger. Les baïonnettes de cette armée ne peuvent jamais être retournées contre le peuple. Puisqu'elle est l'émanation du peuple, cette armée doit être républicaine. Bien sûr, nous ne lui enlèverons jamais son rôle de maintien de l'ordre. Elle doit le faire parce que c'est son devoir. Mais le maintien de l'ordre est une affaire de police et à un autre niveau de gendarmerie, mais elle n'est pas une affaire d'armée. Sur le président Laurent Gbagbo disait qu'une armée ne se met pas dans la rue parce que c'est comme un grand fleuve qui sort de son lit et qui balaye sur son chemin tout ce qu'il trouve. Nous avons confiance en notre armée. Nous avons confiance en son esprit républicain. Et nous avons confiance
qu'elle ne se laissera pas utiliser par des acteurs politiques, parce qu'elle est l'émanation du peuple et qu'elle porte dans chaque balle qu'elle utilise, qu'elle porte dans chaque treillis, dans chaque vêtement, une partie de chaque ennemi. Notre jeunesse est en première ligne parce qu'elle sait que son avenir est en jeu. C'est ce que j'ai vu à Yopougon cette matinée et à Cocody. Avant que la situation ne s'embrase, nous en appelons à la sagesse des uns et des autres et surtout à la sagesse de nos amis du RHDP. Vous savez, c'est très peu que je parle pour des raisons évidentes. J'étais d'abord ministre dans le gouvernement AFI, le deuxième gouvernement à partir de janvier 2001. Ensuite, j'ai été sorti de ce gouvernement le 5 août 2002. Je suis revenu en mars 2003 pour être ministre de la réforme administrative. Et tous ceux qui sont aujourd'hui aux affaires ont siégé dans la salle du Conseil des ministres avec moi. Nous avons partagé des choses. Nous nous sommes dit des choses. Et parfois, dans l'élan de l'argumentation, on est peut-être tenté de livrer sur la place publique des secrets. Et il faut alors, dans ces conditions, avoir suffisamment de recul pour dire non. Je connais donc toute l'équipe gouvernementale. Je voudrais dire à mes amis qui sont aujourd'hui assis de l'autre côté que le pouvoir est passager. Et que servir une cause qui est la nôtre sans servir la cause de la généralité conduit toujours à une impasse et à des regrets. Qui est-ce que je ne connais pas? Je fais un poste. Très peu de personnes savaient que j'étais le fils adoptif de la famille Gon Coulibaly. Très peu de gens savaient ma proximité avec le Premier ministre, devant la mémoire duquel je m'incline et pour lequel je prie afin que le Seigneur le reçoive là-bas. Mais parler de ses relations avec quelqu'un qui est au pouvoir, c'est comme donner l'impression qu'on souhaite qu'il vous apporte son secours. C'est pour ça que je n'en parle pas et que je ne cite pas ceux qui sont aujourd'hui en vie encore et avec lesquels j'ai des relations très personnelles. Je voudrais les appeler de cette tribune pour leur dire que la responsabilité qui est la leur aujourd'hui, après 10 ans de pouvoir, 17 ans au gouvernement pour certains d'entre eux, c'est de ne pas laisser la Côte d'Ivoire comme une poudrière, de ne pas la laisser comme un champ de ruines ou en feu, comme des cases qui sont calcinées. C'est de pouvoir réfléchir et avoir le repli nécessaire pour se retirer à temps dans la vérité, dans la manifestation de la vérité. Et dans une certaine forme d'éthique. Parce que lorsque vous parlez des gens comme Soundiata Keïta, le peuple manding dont on se réclame très souvent est un peuple de vertu. C'est un peuple qui se bat à la loyale. Où on n'achève jamais, comme Félix Houphouët-Boigny me disait, un adversaire qui est par terre. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qu'on voudrait achever à genoux, qu'on voudrait achever dans la faim, qu'on voudrait achever dans la détresse. Aucun peuple, si pauvre soit-il, ne peut accepter de céder sa souveraineté. Et le peuple de Côte d'Ivoire porte en lui les arguments et l'énergie de la défense pour sa dignité. Nous voulons encore dire à ceux qui sont encore aux affaires qu'il ne sera jamais tard, même au soir du 30 octobre, pour que nous puissions nous asseoir et nous puissions discuter. Pour laisser à nos jeunes générations une Côte d'Ivoire qui fasse plus envie. Oui, 10 ans, mais que dis-je, 30 ans de tribulations et de difficultés, ça peut maintenant suffire. Parce que, comme le disait Angèle Nossoir, aucun de nous ne mange à son déjeuner de midi 4 poulies en même temps. Les milliards emmagasinés et transférés dans les pays occidentaux n'ont jamais servi à ceux qui les emmagasinent. Je suis allé à Nice, j'ai vu les résidences de Mobutu. Ce sont des biens qui, lorsqu'ils arrivent en Europe, sont toujours réquisitionnés, utilisés par les associations et les ONG pour venir nous assujettir davantage. Aucun dictateur n'a pu profiter de sa fortune à l'étranger. C'est pour cela que nous sommes de ceux qui prennent le métro, parce que nous savons que nous n'avons pas besoin d'argent pour défendre nos dignités. Oui, chers amis, on a tué l'école de notre jeunesse. Et c'est maintenant qu'on veut la tuer physiquement. C'est pour ça que cette jeunesse, certainement, ne se laissera pas faire.
Et la responsabilité de chacun de nous, c'est de se tenir à ses côtés. Non pas dans une action violente, mais dans une action argumentée pour dire non à l'instrumentalisation de la dictature contre les peuples et contre leur cohésion. Oui, cette candidature, beaucoup l'ont dit, elle pose le problème de l'éthique. Elle pose le problème de la vertu. Or, sans la vertu, la République devient depuis, comme le dit Montesquieu. Elle pose également le problème du respect de la République, dont la Constitution est le socle. Nous n'avons pas de problème de personne avec qui que ce soit. Nous avons eu peut-être, en tant que résistants, d'avoir eu raison trop tôt. Mais nous voulons partager cette raison avec chacun de vous pour nous engager désormais dans une dynamique unitaire sans accuser qui que ce soit, pour que nous fassions une Côte d'Ivoire unie et rassemblée dans le combat. Le président Laurent Gbagbo est tiré de la liste des députés en prison. Voir ça sous un régime qu'on avait présenté comme étant le modèle de démocratie, ça choque et ça blesse la dignité africaine. C'est pour ça que je voudrais saluer ici la présence de nos sœurs et frères du Cameroun qui accompagnent ce combat dans un mouvement de solidarité bien amené. Oui. Par la plus grande circonstance des faits, je prends la parole au nom d'un groupe, mais je suis le fils de Diokwe. Victime de mille et une souffrances. Mais le fils de Diokwe qui ne souhaite plus de Naïbi 2, qui ne souhaite plus de Diokwe Carrefour 2, qui ne souhaite plus de Nokapouké 2, qui ne souhaite plus de Guitouzo 2, mais qui ne souhaite à aucune localité de Côte d'Ivoire, de Karafigué jusqu'à Bengrela, en passant par Bundiali, Wangolo-Doukou, en passant par Natio Kobadara, qui ne souhaite pas qu'une seule goutte de sang verse dans ce pays-là. Oui, je peux vous assurer qu'aucun de nous, aspirant au pouvoir ou l'accompagnant, ne nourrit le moins l'esprit de vengeance. Parce que dire qu'on a fait l'exil dans des conditions dorées, ce n'est pas la même chose qu'avoir fait l'exil au Bénin, au Ghana, avant de venir en France. Ce n'est pas la même chose que d'avoir fait l'exil avec un repas par jour. Alors, c'est comme lorsqu'on approche de la mort, quand on est face à la mort, on devient plus humain. Quand on a connu la réalité de l'exil véritable, et non pas l'exil politicien, juste pour faire des argumentations. Quand on a connu cet exil-là, on est forcément plus humain. Nous n'avons aucun sentiment de vengeance en nous. Nous n'avons non plus aucun problème de personne. Et je serai de ceux qui rendront visite à l'actuel chef de l'État, si la Chadesse l'habitait et qu'il prenait sa retraite. Je serai de ceux qui partiraient le voir. Non. S'il acceptait la sagesse et qu'il prenait sa retraite, je serais de ceux qui lui rendraient visite. Pour quelquefois prendre des conseils auprès de lui. Vous vous souvenez, je suis en exil. Pourquoi? Parce que j'ai fait une lettre ouverte en son temps, après la sortie de Mans. Mais ce n'est jamais fait une confidence que je permets de faire aujourd'hui. Lorsque, après ces échanges entre lui et moi, nous nous sommes retrouvés à la levée du corps du papa de C.A. Honoré, il a eu l'immense humilité de me dire non, je n'ai pas pensé ainsi dans mes propos, c'est parce que je voulais. J'ai été complètement sincère ce jour-là. Donc je pense que l'homme est capable de sursaut. Je voudrais l'inviter de cette tribune-là aujourd'hui, avec toute l'humilité qui est assise, parce que qui suis-je par rapport à lui, pour lui dire que même au soir du 30 octobre, il ne sera pas tard pour revenir sur cette décision qui risque de mettre à feu à la Côte d'Ivoire. On peut avoir raison ou se convaincre d'avoir raison, mais on ne peut jamais avoir raison contre tous, surtout en politique. Je voudrais aussi rappeler ici à M. le maire, en vous priant de transmettre au peuple français que ceux qui veulent instrumentaliser nos différences simplement de peau ou de nationalité pour dire que nous avons un sentiment anti-français, je voudrais prendre solennellement ici l'engagement de vous dire au peuple français que nous n'avons aucun sentiment anti-français.
J'ai été accueilli en Afrique. Et j'ai connu sur cette terre ce que c'est que bâtir sa maison pierre après pierre. Mais j'ai connu aussi que ce peuple a des choix, se bat contre les résolutions de l'Union européenne qui s'imposent à nous à travers la coopération UE-ACP pour avoir été ministre du Commerce. Je sais ce qu'elle coûte à nos fêtières. Donc, qu'est-ce qui nous oppose au peuple français? Rien. Si ce n'est que, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui servent des systèmes et qui se servent eux-mêmes, et qu'en France, il y a des gens qui servent aussi un système et que c'est le même système qui nous oppose. Lorsque vous allez dans les rencontres des partis de gauche en France, vous trouvez le même discours et les mêmes problématiques. 10% de la population maintient à elle seule 90% de la richesse. C'est l'inégalité la plus flagrante que nous combattons. Mais à part que chez nous, elle est encore plus flagrante parce que nous n'avons même pas le repas quotidien. Enfin, à tous nos frères musulmans et à tous les ressortissants de la CEDEAO qui vivent en Côte d'Ivoire, qui ont toujours vécu avec nous en parfaite harmonie, le fils de Dioko que je suis peut vous dire, et chacun peut le témoigner, Adama Toungara, là, c'est mon neveu. Parce que la sœur de mon père, à une époque où on ne peut pas le penser, a épousé un gars du Nord, un musulman, un malinqué. Donc dans la population de ma famille, il y a autant de musulmans peut-être qu'il y a des chrétiens. Issa Coulibaly Mali qui est là parle très peu. Donc on ne sait pas beaucoup de choses de la famille Gon. Qui sait que dans la famille Gon, il y a autant de chrétiens que de musulmans? Très peu de gens le savent. Et pourtant, ce sont ces familles-là que l'on veut utiliser pour nous dire que je suis musulman, donc je ne peux pas accéder au pouvoir. Nous avons un devoir d'information vis-à-vis de nos populations et de peuples. Lorsque les premiers chrétiens, les baptistes sont arrivés à Kourobo, ils ont demandé au vieux Père de Ferrogon de leur donner un terrain pour qu'ils puissent construire un temple. Il leur a donné le terrain qui était vers le, je crois que c'est vers le mont Kourobo. À partir de là, le terrain était un peu éloigné, ils ne réussissaient pas à réunir tout le monde et à se réunir facilement. Ils sont venus le trouver un soir. Ah, viens, toi aussi. Si tu ne veux pas nous recevoir, tu ne veux pas nous recevoir. Comment se fait que tu nous mets comme ça au fond là-bas? Et puis, tu penses qu'on va recevoir des gens, on est là-bas, donc tu sais pas que tu ne veux pas les nous. Il a dit ça, c'est une erreur d'interprétation. Pour ceux qui connaissent Kourobo, la mission catholique est située entre la préfecture et la résidence du Père Ferrogon Coulibaly pour dire venez à côté de moi pour que vous puissiez y habiter. Et c'est ce qu'il a fait pour les chrétiens à Kourobo. Est-ce que les héritiers de cet homme que j'ai connu pour avoir fait avec, dont j'ai connu l'histoire pour avoir fait toutes mes années primaires au nord, scolaires de la 6e jusqu'en terminale à Kourobo, est-ce que les héritiers de cet homme-là peuvent dire qu'ils sont opposés les uns aux autres? Je voudrais de cette tribune lancer un appel à tous les Ivoiriens, à tous nos frères musulmans et ressortissants de la CEDEAO, pour leur dire que Laurent Gbagbo, que je connais très bien, tous les autres que je fréquente au quotidien, n'ont aucun sentiment d'animosité vis-à-vis d'eux. Et que ce que nous souhaitons, c'est de tourner la page de nos divisions qui n'ont servi qu'aux intérêts impérialistes et aux grands groupes internationaux. Afin que la Côte d'Ivoire ne soit pas une mine à ciel ouvert, une vache que chacun vient traire et dont il emporte le lait pour laisser les ossements aux propriétaires de la vache. Peuple de Côte d'Ivoire, ne nous laissons pas instrumentaliser, ne nous laissons pas diviser. C'est donc l'appel ici de tous les Ivoiriens, et notamment de la diaspora. Une aspiration à un véritable vivre ensemble. Maintenant que nous avons essayé toutes les autres formules et qu'on n'a pas marché, revenons dans le berceau de la République. Je vous remercie. Je veux dire l'élévation numérique pour le ministre qui a parlé au nom de ses pairs. Est-ce qu'on peut l'ovationner encore?